Our genetic dynasty has reigned for almost 4 centuries. I'm not a revolutionary. The Empire is dying. Order will vanish. Only we can shorten the darkness. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur la série Foundation, ou Fondation en français, une série Apple TV+, écrite et produite par David S. Goyer qui a écrit, pas produit je crois pas, une bonne partie des Batman, basée sur l'un des romans de science-fiction les plus importants de ce genre, la série Fondation, la saga Fondation qui a été écrite par Isaac Asimov, qui est en plusieurs volumes, il y a Fondation, Seconde Fondation, Fondation Foudroyée, Retour à Fondation, je crois qu'il y a tout un tas de trucs comme ça. Je les ai pas tous lus, mais j'ai lu Prélude à Fondation et Fondation. Donc je connais vite fait l'histoire, je connais notamment les personnages principaux, notamment l'inventeur de la psychohistoire, qui est donc Hari Seldon. Je me souviens pas forcément de tous les personnages, mais surtout je me souviens que c'était un récit qui était particulièrement original et différent du reste, parce que le récit de Fondation s'étend sur des millénaires entiers. J'ai jamais lu le Silmarillion, mais de ce qu'on m'en dit, j'ai l'impression que Fondation est plus ou moins similaire au Silmarillion, c'est-à-dire que c'est plus ou moins un livre d'histoire, mais pas écrit comme un livre d'histoire, mais vraiment écrit comme une histoire, mais qui revient sur l'histoire avec un H majuscule de l'humanité dans le futur, et qui donc se pose dans différents chapitres à différentes époques, parce que toute l'histoire de Fondation, c'est que Hari Seldon a inventé une formule mathématique qui permet de prédire l'avenir dans les grands mouvements généraux de population, et pas dans les actes des individus, et il a prédit que l'Empire, qui fait fonctionner toute l'humanité à cette époque-là, qui est notre humanité, mais qui a évolué, ça se passe en 10 000 ans après notre époque, va s'effondrer, c'est ce qu'a prédit Seldon. Et il a prédit également tout un tas de différents événements qui allaient arriver, en sachant que s'il influait sur ces événements, il avait peut-être moyen de modifier l'histoire et de l'amener là où il veut. Parce que si tu arrives à avoir une formule mathématique qui permet de prédire l'histoire, tu peux modifier la formule et essayer du coup de la modifier. Ce qui crée tout un tas de problèmes, il y a différentes factions qui sont plus ou moins en guerre contre l'Empire, il y a l'empereur qui veut évidemment récupérer la psychohistoire pour essayer de servir ses propres desseins, et puis il y a Hari Seldon lui-même qui a son propre plan, notamment celui de la Fondation, qui est présenté du coup dans la série comme le besoin de former une communauté qui va répertorier toutes les connaissances de l'humanité et permettre à l'humanité de remonter la pente lorsqu'aura eu lieu la chute absolue de l'Empire et que l'humanité entière aura sombré dans le chaos pendant des millénaires. Un millénaire, si ils arrivent à bien gérer le truc. Et donc le seul personnage récurrent de cette saga, c'est Hari Seldon, l'inventeur de la psychohistoire, qui a laissé des messages préenregistrés qu'il a numérisés pour les donner aux personnes qui vont faire partie de la Fondation plus tard et leur permettre du coup de naviguer le futur. Et en dehors de ça, les personnages principaux changent à chaque chapitre, et notamment il me semble, alors je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que j'ai revu vite fait les chapitres sur Wikipédia, le premier chapitre se tourne autour de Gal Dornick, qui est un autre mathématicien qui est devenu une femme dans cette adaptation série. Et le deuxième chapitre traite de Salvor Hardin, qui est le premier maire du campement qui a été installé sur une autre planète, qui va servir de base du coup à la Fondation, et qui va être confronté à la première crise de la Fondation et à au premier danger à résoudre, prédit par Seldon, qui va donc leur donner des indications à un moment ou à un autre pour continuer à avancer. Et du coup, c'était très particulier à essayer d'adapter, parce que bien que tu fasses une série qui peut du coup prendre plus de temps, t'as pas de figure reconnaissable vraiment dans cette histoire-là. Et donc, du coup, ils ont essayé de trouver un moyen à cette adaptation de raconter toute cette histoire avec des personnages qui nous permettraient, auxquels on serait un peu plus attachés, qui nous permettraient d'avoir un plus grand investissement émotionnel dans tout ce qui se passe dans la série. Et en fait, ils se sont un peu pris à leur propre piège. C'est-à-dire qu'à vouloir développer tout ce qui est autour du coup de la série, en vérité, donc cette première saison ne traite que 2 chapitres, et à vouloir prendre leur temps pour aller plus dans le détail, ils ont fini par rendre le récit trop lent, en général. C'est-à-dire que, oui, c'est bien, ça développe du coup la vie privée des personnages et leurs différents rapports et leurs troubles mentaux, etc. Il y a des personnages lesquels c'est plus intéressant que d'autres. Je pense notamment que le plus intéressant c'est l'empereur, et finalement pas trop Gal Dornick et Salvor Hardin. Mais du coup, c'est vrai que ça avance vraiment à 2 à l'heure, et qu'il y a des moments où tu te dis, j'aimerais bien que ça aille un tout petit peu plus vite. Il y a des événements qui pourraient être résolus un peu plus tôt. Grosso modo, je dirais que cette saison pourrait bénéficier de 1 à 2 épisodes de moins dans la durée totale de la série. Ce qui veut dire qu'il y a 2 heures en trop, presque, dans cette série, et c'est beaucoup 2 heures. Il y a un moment où tu les ressens, quoi. Même si c'est étalé sur une saison complète, tu ressens un petit peu les 2 heures. Et je dirais qu'il y a un deuxième petit défaut avec ce traitement, du coup, de l'histoire, c'est que ils ont, malgré tout, foutu des allers-retours dans le temps constamment. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement traiter une période de A à Z, faire un saut dans le temps et reprendre le truc un peu plus tard, ils ont commencé avec une période, et puis ensuite tu vas avoir un flashback à 200 ans avant, et puis dans l'autre épisode suivant tu vas avoir un flashback un tout petit peu plus proche, et puis après 40 ans plus tard, et tu fais machin, et en fait
ils finissent par rendre le truc encore plus compliqué à comprendre. Heureusement, c'est assez facile, il y a des synthés qui apparaissent en dessous, genre à chaque fois 400 ans plus tôt, etc. Et je trouve que ça rend le truc un petit peu bordélique. C'est clairement volontaire de leur part, c'est quelque chose qui permet aussi de mieux lier l'ensemble de l'histoire, de mieux donner l'impression que tout ça n'est qu'un seul bloc. Ça permet du coup de voir que tout ça est un ensemble et que tout ça est lié. Maintenant, le gros point fort de cette série, c'est que c'est de la putain de SF à 200%. Et là où je dis ça, c'est que véritablement, chaque point essentiel du scénario est retransmis par un mécanisme, un outil, une invention de science-fiction. On va traiter jusqu'au traumatisme de sa propre mort par rapport à Salvor Hardin, qui va du coup dans cette série, il a pas juste enregistré des mémoires, enfin des trucs, des messages à l'avance, il a complètement numérisé son esprit pour rentrer du coup dans un ordinateur et pouvoir continuer à être conscient et à pouvoir réfléchir et à continuer à avancer au fur et à mesure que la fondation va exister, que l'Empire va s'effondrer, se reconstruire, etc., etc. Et il y a une scène qui est assez cool où l'esprit d'Harry Seldon est réactivé du coup dans ce qui lui sert de stockage. Et il est encore pile poil au moment de sa mort, parce que c'est le moment où le dernier moment où ses souvenirs ont été envoyés du coup au truc qui fait la copie numérique. Et du coup, il redémarre à l'instant même de sa mort, et il est encore pris dans le traumatisme de sa mort, et du coup, il arrive pas à exister, il arrive pas à voir une scène qui est vachement forte, qui est vachement belle comme ça autour de ce personnage-là, et qui est vraiment traitée à fond par rapport à de la science-fiction. Il y a des choses qui sont traitées, mais il y a un sous-scénario qui est assez subtil par rapport à l'empereur, qui est traité par rapport à une frise, une peinture qui est faite dans un couloir. Alors, honnêtement, je suis pas sûr que ça marche exactement comme il le présente, parce que c'est pas comme ça que ça marche d'être daltonien, mais il y a quand même quelque chose qui est assez cool avec cette frise qui est faite, et ça passe par une invention de science-fiction. Donc ça c'est génial. Malheureusement, petit malus également qui s'ajoute à ça, il y a de la fantaisie qui s'est insérée en traître dans ma science-fiction, et ça n'a aucun sens. Il y a un personnage qui a des visions du passé, qui du coup est grosso modo, pas devin, parce que devin serait plutôt l'avenir, mais qui a des pouvoirs qui lui permettent de voir dans le temps, quoi, dans le passé ou dans le futur. Et il n'y a jamais de réelle explication pour te dire d'où ça vient, exactement. C'est utilisé vraiment comme un artifice pour essayer de débloquer certains points du scénario très facilement. C'est un truc qui permet au personnage de savoir quoi faire immédiatement. On y reviendra d'ailleurs par rapport au personnage de Salvor Hardin, et ça aide pas la construction du personnage. Et ça n'a rien à faire dans cette histoire-là, qui n'a jamais inclus des trucs comme ça, un peu... Je crois que dans le bouquin, plus tard, il y avait des espèces d'empathes, ou genre des mathématiciens qui sont tellement doués qu'en voyant la formule, ils arrivent à prédire l'avenir, des trucs dans ce genre-là, mais en principe, il n'y a pas de pouvoir magique. Là, t'as l'impression que c'est presque la force, le truc. Ça la guide exactement là où il faut qu'elle aille, Salvor Hardin, et c'est très particulier. Donc du coup, voilà, il y a du bon et du mauvais, mais grosso modo, il y a quand même quelque chose qui est très science-fiction, et un effort pour essayer de rendre l'histoire plus intéressante, plus compréhensible. Toutes les idées qui sont traitées du coup dans l'histoire, elle est traitée de façon plus métaphorique, et aussi de façon un peu plus liée du coup à certains des personnages. Pour vous donner un exemple très clair, parce que c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire là, il y a le personnage de l'empereur. L'empereur qu'ils ont donc modifié par rapport au scénario du livre. Dans le livre, c'est juste un empereur, et puis il y a un nouvel empereur qui vient le succéder. Et là, en fait, ils ont voulu faire entrer l'idée du clonage de l'empereur. Donc l'empereur, en fait, il est en 3 parties. Il y a Day, donc jour, qui est l'empereur principal, qui est celui qui est dans la fleur de l'âge, entre 30 et 50, 60 ans, on va dire. Il y a Brother Dusk, qui est donc le plus vieux, qui est l'empereur au-delà de 60 ans. Et il y a le plus jeune empereur, qui est du coup Brother Dawn, donc frère Aube, qui est, l'autre c'est frère Nuit, et ou Crépuscule. Le plus jeune d'entre eux, c'est le clone qui vient de grandir et qui va apprendre du coup de l'expérience des deux autres, de voir l'un en activité et le deuxième qui est derrière. Et du coup, ça maintient une certaine continuité, mais ça prouve aussi une notion de rigidité et d'inaltérabilité de l'Empire, de ce qu'il représente, de ses idées, de ses convictions, etc., etc. Et donc, c'est une métaphore de la constance finalement dans le pouvoir, sachant qu'il y a une petite subtilité qui va se rajouter en plus, mais là ce serait partir dans les spoilers, ce serait aller un petit peu trop loin, mais il y a une petite subtilité qui va se rajouter en plus vers la fin, vraiment à la fin, les 2 derniers épisodes, et qui donne un sens tout différent à cette métaphore que je vous encourage du coup à déterminer par vous-même. Le scénario des 3 empereurs est à mon sens l'ajout qui est le plus intéressant dans cette version série télé de l'histoire. Ils ont tous un parcours que je trouve vachement intéressant. Quand tu découvres tout le processus, tous les rituels, d'où est-ce qu'ils viennent, depuis combien de temps est-ce que ça se fait comme ça, etc., etc., il y a quelque chose du coup de vachement impressionnant, parce que tu vois que ça fait des décennies que ça se passe comme ça. C'est le même visage, c'est ça qui est intéressant aussi, ça donne pour le spectateur, ça donne le même visage dans différentes époques, à différents centenaires, à identifier comme étant ton ennemi, comme étant la force qu'on essaie d'attaquer, etc. Donc il y a quelque chose qui est vachement intéressant à ce niveau-là, d'incarner l'Empire lui-même à travers son empereur et ses différents clones,
comme étant une idée de répétition constante qui amène inéluctablement à une chute, parce que à cause d'une pensée trop sclérosée. Et alors au départ, tu penses que le frère Dusk, je crois, c'est ça, donc le plus vieux, le frère Dusk va être le plus intéressant, parce que celui qui est en fin de vie, celui qui commence à se poser des questions sur lui-même, qui peut-être même parfois va remettre en question le concept même de l'Empire et de ce qu'il est en train de faire. Et en fin de compte, les personnages de Brother Day et Brother Dawn sont vachement plus intéressants. Il y en a un qui va de façon un petit peu étrange, étant donné ce que c'est censé représenter l'empereur et le pouvoir de l'empereur, etc., va avoir un certain parcours initiatique, quasi christique, notamment, c'est vrai que dans son look, il y a quelque chose de très christique, hein, avec ses cheveux longs et tout le bordel, il y a toute une scène où il est dans une région qui est particulièrement chaude et déserte, habillé uniquement avec un pagne, en train de souffrir parce qu'il fait une traversée et tout, donc tu fais, ouais, un parcours christique, quoi. Mais du coup, ce qui va obtenir à l'aboutissement de ce parcours christique est vachement intéressant, vachement lourd de sens et assez fort, et ça va du coup être un personnage qui va être un peu plus intéressant, un peu plus subtil que ce qu'on pourrait croire au début, mais qui est aussi un personnage qui est doué d'une particulière saloperie. C'est lui et ses autres frères, enfin ils sont très imbus d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont le truc le plus important de la galaxie entière et que tout le monde n'est qu'un pecno face à lui, etc. Donc ils font tout un tas d'exactions qui sont particulièrement violentes et qui sont assez salopes. Mais vraiment le plus intéressant pour le coup, c'est du coup le Brother Dawn, le plus jeune, parce que il est un petit peu différent de ses deux frères et il se pose du coup tout un tas de questions parce que ça veut dire quoi d'avoir des clones qui sont au final un petit peu différents. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont chacun une âme et qu'ils peuvent être indépendants et du coup finalement le fait qu'ils soient clonés n'est pas si important que ça, ou est-ce que ça veut dire que lui est un élément plus faible et du coup est-ce qu'il est en danger de survie par rapport à ses deux frères qui pourraient se dire bah non finalement t'es un maillon faible dans la chaîne et on va te virer. Donc il y a tout un scénario sur les empereurs qui est vachement intéressant, que j'ai trouvé vachement profond et vachement prenant, et qui du coup est en grosso modo le truc qui m'a gardé dans la série jusqu'à la fin. Notamment, j'adore le sadisme dont il fait preuve dans le dernier épisode. On lui a fait une sale crasse, et pour se venger, il amène le prisonnier dans les jardins de l'Empire, qui sont magnifiques, et petit à petit, il lui apprend qu'en gros, il va le garder enfermé dans une geôle jusqu'à la fin de sa vie, qu'il pourra plus rien voir, qu'il pourra plus rien faire, qu'il pourra plus rien dire, etc. Et donc, grosso modo, il lui a offert cette vision des jardins de l'Empereur avant qu'il soit enfermé et qu'il devienne fou toute sa vie. Et quelque chose qui est assez dingue là-dedans et qui est assez grandiose, je dirais même aussi. Et il y a un deuxième personnage qui est là pour incarner cette continuité de l'Empire et en quoi est-ce qu'il est un peu sclérosé et il se détruit par lui-même. C'est le personnage de Demerzel, alors qui à la base était un ministre, je crois, dans le chapitre dans lequel il est concerné dans le bouquin. Et là, ils en ont fait un robot, puisque si vous ne le savez pas, Isaac Asimov a aussi écrit un cycle des robots et à un moment, les deux cycles se rejoignent, notamment dans Prélude à Fondation. Un robot est ce qui apporte la clé pour résoudre l'énigme de la formule d'Harry Seldon et qui du coup lui permet à la psychohistoire d'exister. Donc les robots existent ici et du coup avec un robot à côté d'un empereur qui est cloné, etc., les deux symboles de pouvoir ultime sont quelque chose dont le visage ne changera jamais et qui sera toujours là du début à la fin de l'Empire. Il y aura toujours les trois frères clones et Demerzel qui du coup à côté pour également représenter un visage qui est particulièrement fidèle à l'Empire et à l'Empereur. C'est un personnage qui est parfois un petit peu difficile à capter, notamment parce que c'est un robot et qui est censé avoir pas mal de règles chez les robots et qu'elle a pas l'air de trop les suivre, ou alors on a dû en rajouter une spécifique pour qu'elle obéisse à l'Empereur au-dessus de toutes ces autres règles. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier avec ce personnage. Je sais pas si je suis totalement convaincu. Il y a des scènes qui étaient très cool avec ce personnage, cela dit, notamment les scènes où elle est en train de se réparer elle-même. Il y a des moments où elle s'arrache des morceaux, elle retire des morceaux de son visage. Elle est pas obligée de les arracher, mais elle retire des morceaux de son visage pour pouvoir entretenir les circuits qui sont en dessous et faire son entretien régulier, quoi. Et il y a des images qui sont assez cool là-dedans. Après, le personnage en lui-même, je suis pas sûr qu'il m'ait apporté exactement tout ce dont j'avais envie. Mais alors, les deux gros dossiers, c'est Gal Dornick et Salvor Hardin, qui sont donc en principe deux hommes qui ont été ici remplacés par deux femmes. Et ça va plus loin, c'est deux hommes blancs remplacés par deux femmes noires. Et donc, quelque part, le symbole, l'idée du scénario, c'est plus ou moins ça, c'est que il est temps que le pouvoir sorte des mains des hommes blancs, des vieux hommes blancs, riches de préférence. Parce que du coup, l'empereur, c'est un vieil homme blanc. Et j'ai envie de dire que même Harry Seldon est mal considéré. Il y a plusieurs moments quand il parle où il est quasi traité comme un méchant, notamment par rapport à Gal Dornick. Il y a un moment où il lui fait tout un speech un peu plus tard dans la série, dans la deuxième moitié de la série, on va dire, pour ceux qui ont vu la série. Tel que ce speech avance, t'as presque l'impression qu'il a lui-même un plan démoniaque à mettre en place et qu'en gros, c'est plan démoniaque de l'empereur contre plan démoniaque de Harry Seldon. Et heureusement, deux femmes noires vont venir au milieu de tout ça pour essayer de rectifier le tir, quoi. Vous savez, je m'en fous, j'en ai rien à foutre qu'un personnage soit une femme, un homme, noir, blanc, quoi que ce soit. Ce qui est chiant, c'est quand c'est mal fait et quand le message est stupide. Alors cela dit, les deux sont pas atteints au même niveau par ça, parce que Gal Dornick, par exemple, est beaucoup mieux traité que Salvor Hardin.
Gal Dornick, elle a un passé qui est assez particulier, elle a un comportement qui est assez fort, parce que, par exemple, elle est invitée à arriver sur Trantor, la planète de l'Empire, et dès qu'elle débarque, elle apprend qu'elle va se faire arrêter par les troupes de l'Empire parce qu'elle est une collaboratrice de Harry Seldon, et que donc ils sont tous les deux dans le même panier parce qu'il l'a mis dans le panier, et finalement elle accepte ça avec une grande noblesse et une grande fermeté. Donc tu vois que c'est un personnage qui a une force psychologique qui est particulièrement intéressante. C'est aussi un personnage dont les capacités et les connaissances sont parfaitement expliquées. C'est un génie, c'est une génie. Je sais pas si est-ce qu'on accorde une génie. C'est clairement expliqué pourquoi. Elle vient d'une planète dans laquelle l'apprentissage et le savoir sont un peu mal vus. Et elle a désobéi à ses règles, elle a voulu chercher certains trucs, et du coup elle a acquis certaines connaissances, ce qui lui permet du coup d'avoir un impact dans l'histoire de Harry Seldon et l'histoire de Fondation ensuite. Donc ça, pour le coup, c'est pas trop mal foutu. Après, le personnage est là un peu sporadiquement dans la série. Je vous dis que la série fait pas mal d'allers-retours et de flashbacks, etc. Ce qui me paraît pas absolument fondamentalement nécessaire, encore une fois, mais why not? Je trouve que ça rend le truc un peu bordélique, mais s'ils veulent. C'est un personnage qui est quand même assez fort et qui prend des décisions plutôt logiques. Jusqu'à la fin de la saison. La fin de la saison, mais ça va être avec les deux, avec Salvor Hardin et Gal Dornick. J'ai un problème avec ce qui se passe à la fin de la saison, notamment parce qu'elle fuit une de ses responsabilités, parce qu'elle fuit un des trucs à faire à un moment, et ça paraît un petit peu basique pour quelqu'un qui a été capable d'accepter directement de se faire arrêter par l'Empire et d'être mise à mort, enfin de menacer d'être mise à mort, etc. Tu dis, il y a quand même quelque chose de particulier dans le comportement de ce personnage. Grosso modo, ça va, mais c'est aussi un des personnages qui a pas beaucoup d'impact parce qu'il est pas beaucoup là dans le scénario, et donc même s'il est mieux traité que d'autres, au final, je trouvais qu'il n'était pas si attachant que ça. Le deuxième personnage donc qui est concerné par ce genre de modification, c'est Salvor Hardin. Salvor Hardin, en principe, est censé être le maire de Terminus, qui est la planète sur laquelle ils ont créé la Fondation et la colonie Fondation. Et il me semble, en principe, qu'il doit interagir à un moment ou à un autre avec Gal Dornick. Et finalement, ils ont complètement modifié ce scénario-là. Gal Dornick n'est nulle part dans Fondation, elle n'a jamais accédé au truc. Et Salvor Hardin, on la découvre avant qu'elle soit le personnage qui était dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, en fait, elle est élue maire, elle est un personnage qui est particulièrement doué en termes de négociation, qui est très intelligent et qui peut se débrouiller comme ça. Et en fait, ici, on la découvre avant qu'elle devienne ce personnage-là, avant qu'elle soit mère. Et elle est un peu plus bourrin, elle a un peu souvent une arme dans les mains, etc. Mais d'un autre côté, elle est quand même vachement réfléchie, et sa première décision, c'est rarement de tirer. C'est plutôt d'explorer, c'est plutôt de savoir, c'est plutôt de comprendre, etc., etc. Donc pour le coup, c'est pas trop mal traité. Mais on lui a donc ajouté ces sortes de pouvoirs, cette quasi-force dans Star Wars, qui lui permet d'avoir des visions de certaines choses dans le passé, qui lui permet de voir certaines personnes, qui lui permettent d'arriver à certains lieux dans lesquels il va se passer. Elle voit un petit garçon courir généralement quelque part, ou une petite fille, je sais plus, et elle la poursuit, et à chaque fois qu'elle la poursuit, elle arrive pile poil au bon moment, là où il faut faire un truc, etc. Donc tu vois qu'il y a limite une question de destinée ou un truc dans ce genre-là. Et j'ai trouvé que ça marchait pas du tout, parce que déjà ça en fait une Rey Skywalker. Cette femme sait tout faire sans aucune raison. Comme Rey, elle a jamais piloté un vaisseau spatial de sa vie, mais elle couche avec un mec qui pilote un vaisseau, elle a un copain, ce que je trouve quand même vachement osé pour ce genre de scénario de meuf. Généralement ça colle pas avec le reste du truc où elle est parfaite et géniale et elle fait tout toute seule. Donc là elle a un copain qui a un vaisseau, qui l'aide un petit peu, et d'ailleurs je crois que le copain aussi il est censé être connu dans l'histoire de base. Hugo, il s'appelle juste Hugo, il a pas de nom, d'accord, donc juste Hugo, et il lui donne son vaisseau pour empêcher que quelqu'un d'autre puisse essayer de récupérer du coup sa possession. Et la nana prend les commandes du vaisseau, commence à piloter et dit « Je n'ai jamais piloté de ma vie, je n'ai jamais quitté Terminus, ma planète natale, donc je n'ai jamais utilisé un truc dans ce genre, donc je sais pas trop ce que tu veux que je fasse. » Mais elle pose les mains sur la manette, elle sait parfaitement piloter le vaisseau et faire absolument tout ce qu'il faut. N'étant jamais allée dans l'espace, n'ayant jamais quitté sa planète, elle fait un saut spatial, un saut dans le vide avec sa combinaison qu'elle arrive à calculer parfaitement, sans aucun problème, etc., etc. C'est vraiment la nana parfaite, elle sait tout faire, même quand elle a jamais été formée à faire le truc, même quand personne n'est là pour lui expliquer, même quand machin. Elle comprend tout par elle-même, c'est naturel, c'est instinctif chez elle. Il y a, pour la première fois dans l'histoire de sa ville, un groupe qui attaque, qui envahit. Elle est chargée de la sécurité, à l'époque, donc je dis elle est pas encore mère, elle est chargée de la sécurité, elle arrête la personne. La meuf est capable de mener un interrogatoire, mais d'une main de maître, genre c'est un flic du FBI qui a entraîné... C'est la meuf de Mindhunter, un personnage de Mindhunter, les mecs du FBI qui ont été interrogés, tous les grands criminels, tous les tueurs en série, créer des profils, etc., essayer de les trouver comment est-ce qu'on peut parler avec eux pour essayer de négocier, enfin d'essayer de les gérer, de les manipuler. T'as l'impression que c'est ça, elle sait absolument tout faire. Et à côté de ça, t'as le maire actuel de la ville, qui est un genre de... Vous savez, le mec chétif, qui sait pas quoi faire de base, qui bafouille, qui tremble dès qu'on le met en danger, il veut prendre la solution de l'âge qui va lui permettre de retrouver sa liberté plus ou moins, mais qui va quand même lui faire tout donner aux autres personnes, etc. Your women are so much sharper than your men.
la mauvaise écriture féministe. C'est pas le problème que ce soit du féminisme, c'est de la mauvaise écriture féministe, où tous les hommes sont des enculés et des symboles du passé, et seules les femmes ont quelque chose d'intéressant à apporter. Typiquement, pour prouver cette histoire de les hommes sont le mal et ils sont là depuis trop longtemps, etc., il y a un moment où l'empereur est en train d'entraîner le plus jeune empereur à la chasse, typiquement le sport de mec, pour s'entraîner de mec riche d'ailleurs, et il lui dit « Only a man can replace a man ». Donc pour ceux qui parlent pas anglais, seul un homme peut faire le travail d'un homme ou peut remplacer un homme. Faire le travail d'un homme, je trouve que ça transmet plus le sens. Donc clairement, il y a cette idée que les mecs sont au pouvoir et c'est nous qui devons avoir le pouvoir et c'est normal, etc. Ce qui est transcrit d'avant tout la pensée de l'empereur, mais qu'ils ont transcrit avec le côté, finalement, c'est des vieux mâles blancs qui dirigent le monde depuis l'univers, la galaxie depuis des années, quoi. Et ça mènera à un petit truc, mais c'est un spoiler, alors je vais vous le marquer. Il y a une raison particulière pour laquelle ces deux personnages sont féminins, Salvor Hardin et Gal Dornick. C'est qu'en fait, ils ont voulu avoir un autre moyen de continuer à opposer le même état d'esprit ou les mêmes personnes. Tout comme l'Empire continue à se cloner et à se reproduire au fur et à mesure, en fait, Gal Dornick a fait congeler ses ovaires dans ses ovules, pardon. Les ovaires seraient plus laborieux à sortir. Elle a fait congeler ses ovules dans le vaisseau qui allait créer la colonie Fondation, et quelqu'un sur la planète a utilisé un de ses ovules pour avoir un enfant, parce qu'elle était stérile. Donc c'est un peu le truc qui... Tu vois pas du tout venir le retournement parce que tu penses jamais aux mères d'adoption et aux mères porteuses, des trucs dans ce genre-là, quoi. Enfin, mère d'adoption à la limite, mais mère porteuse, c'est un peu plus compliqué. Donc tu t'arrêtes pas de te dire, c'est quand même bizarre, il y a un lien particulier entre Salvor Hardin et Gal Dornick par leur connexion mentale, par leur machin. Elles peuvent pas être liées, puisque manifestement, c'est pas... Gal Dornick n'est jamais arrivé sur la planète. Et donc, à la fin, on te révèle, non, en fait, j'ai récupéré son ovule, et du coup, je t'ai fait toi, ma fille, etc. Et donc, en fait, vous l'avez compris, Salvor Hardin, c'est la fille de Gal Dornick. Et c'est pour ça qu'elle communique avec certains de ses souvenirs, et qu'elle les a en tête, etc. Alors, c'est toujours pas expliqué correctement dans l'histoire, mais c'est pour ça, du coup, qu'elles sont connectées, au moins par quelque chose. J'espère que vous n'entendez pas trop les claques, là, mais je suis en plein dans une explication, j'ai pas du tout envie de faire une pause. Donc du coup, voilà, j'ai envie de continuer mon truc, et il y a le ballon d'eau chaude qui va faire quelques petits claques à côté derrière. Et donc, en fait, l'aboutissement de tout ça, c'est que, à la fin de la saison 1, il nous reste les deux. Il nous reste Gal Dornick, qui a fait 3 ou 4 sommeils en cryogénisation, je sais pas trop quoi, en pod, qui déviait dans l'espace, un peu à la Ripley au début de Aliens, et qui donc a laissé passer des centaines et des centaines d'années. Elle a vécu 100 ou 200 ans de plus que ce qu'elle aurait dû à la base, et elle finit par rencontrer sa fille, Salvor Hardin, et du coup, elles seront toutes les deux là pour être les héroïnes de la saison suivante, et peut-être du coup virer les personnages qui servaient de héros au passage suivant de Fondation. Ce que je trouve très biscoté, surtout pour essayer de nous créer des visages auxquels on peut s'accrocher un visage pour une saison seulement, c'est pas gravissime s'ils disparaissent au bout d'une saison, quoi. Et c'est ça l'intérêt de le faire avec une série, c'est que tu pouvais traiter correctement chaque truc, en essayant juste de créer des personnages attachants pour chaque truc. Mais là, du coup, essayer de vouloir récupérer les personnages d'après, c'est un peu artificiel comme pour créer une relation. Et surtout, je trouve que c'est complètement artificiel par rapport à l'histoire de cette première saison, parce que du coup, Gal Dornick et Salvor Hardin ont perdu toute leur progression dramatique. C'est-à-dire que Gal Dornick, d'un côté, elle devait essayer on sait toujours pas en fait quel était son parcours émotionnel. Elle a dû gérer les choses tellement vite et son rapport avec Harry Seldon, tellement rapidement que au final, tu sais même plus exactement où est-ce qu'elle est positionnée à la fin du film. Tu sais pas ce qu'elle veut, tu sais pas de la série. Tu sais pas ce qu'elle veut, tu sais pas ce qu'elle cherche, tu sais pas quel est son état d'esprit. C'est très compliqué pour moi de le savoir. Et surtout au niveau de Salvor Hardin, elle était en pleine campagne d'élection pour devenir mère. Elle allait devenir le personnage du livre. Et au moment où elle allait devenir le personnage du livre, on l'a virée. C'est quand même un truc absurde. C'est quand même complètement con. Du coup, tout son impact sur les personnes qui sont dans Fondation, qui l'ont vu évoluer, qui ont appris à lui faire confiance, etc. dans cette saison, ça a complètement disparu. Et on n'a jamais eu son influence sur la Fondation à la base, puisqu'ils ont changé l'histoire. Elle était plus la mairesse du truc, et donc elle était plus déjà reconnue de base comme étant un personnage vachement important. Du coup, ça fait tout un tas de trucs qui sont très particuliers. Elles vont dire quoi quand elles vont débarquer 100 ans après? Oui, finalement, on était dans une question de sauvetage, et puis on est vivante depuis un peu plus longtemps, et du coup, voilà, accueillez-nous, et puis on va avoir des positions importantes chez vous, etc. Et tu fais, mais vous venez d'où? Vous êtes qui? Ça fait 100 ans que vous êtes plus de ce monde-là, vous êtes plus dans le truc, quoi, vous êtes plus dans le coup. Enfin, c'est quelque chose que je trouve ultra particulier, et à vrai dire, je pense que c'est une des pires décisions de cette série, avec le fait d'en mettre un peu trop, justement, sur les personnages secondaires. Mais je pense que c'est une des pires décisions, c'est comment finir de traiter l'histoire de Salvor Hardin et Gal Dornick. Mon souci principal avec l'histoire de Gal et de Salvor Hardin, c'est qu'en fait, ça va un peu contre le principe de la psychohistoire. Le principe de la psychohistoire, c'est qu'on peut prédire le mouvement des foules en général,
jusqu'à un certain degré de probabilité, mais la formule fonctionne pas pour prédéterminer des destins spécifiques et individuels. On peut gérer la masse, mais savoir ce que Madame Trucmuche va faire à tel jour à 17h, en principe, c'est pas vraiment faisable avec le truc parce qu'il y a trop de choses qui sont intimes et personnelles à la vie de cette personne et qui dépendent pas du reste, qui peuvent influencer du coup ses comportements. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre comment est-ce que les masses en général vont fonctionner que comment l'individu va fonctionner. Et en fait, avec ce traitement de Salvor Hardin et de Gal Dornick, on en fait toutes les deux des élus en fait. On en fait toutes les deux des espèces de guides choisis par le destin, choisis par la vie, choisis par je sais pas trop quoi, qui sont là où il faut, quand il faut, avec les mémoires, les souvenirs qu'il faut, parce que ils ont été élus pour être là quand il faut. Et ça va à l'encontre complet du fonctionnement de la psychohistoire. La psychohistoire, c'est les masses, c'est pas l'individu, et là, t'as l'impression que toutes les décisions que Harry Seldon essaye de mettre en place, toutes les façons de résoudre les conflits qu'il faudrait utiliser, viennent parce que ces individus précis existent et sont venus au monde. Et pour moi, il y a du coup un contresens fondamental par rapport à l'œuvre de base de laquelle c'est adapté. L'idée de base, c'est de dire que c'est l'ensemble qui fait les choses et non pas l'individu. Et là, du coup, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y avait un problème avec l'empereur, qui était l'individu qui voulait décider de tout. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un truc particulier, un peu un contresens par rapport à ce traitement de Gal et de Salvor Hardin. Je vais faire une petite pause pour laisser le ballon d'eau chaude continuer à chauffer. Je vous retrouve d'ici une coupe pour vous. Fin de spoiler, fin de ballon d'eau chaude. On reprend du coup le vlog de base. J'ai beaucoup parlé du coup là du scénario et des personnages. La question c'est donc, est-ce que ça a de la gueule visuellement? Parce que c'est un peu le truc qui a vachement attiré dans les bandes annonces que j'avais regardées moi, sur lesquelles j'avais fait des réactions, c'est qu'il y avait l'air d'avoir un style, un univers qui était vraiment cool et quelque chose de vraiment travaillé pour être assez grandiose quoi. Mais quand j'avais fait ma vidéo de réaction, j'avais dit, attention, ça reste une série télé. Il faut bien comprendre que le budget et l'économie générale d'une série télé est pas du tout la même que celle d'un film. Par exemple, dans ce côté aller-retour constamment dans le scénario entre différentes époques, il y a quelque chose d'assez logique en termes de production parce que quand tu crées un décor pour une série, c'est un décor qui coûte cher, c'est un décor qui prend du temps à produire. Donc, comme dans tout ce que tu fais dans une série, il faut que tu en tires le maximum. Il faut que tu arrives à gratter le maximum du décor que tu as construit, de l'acteur que tu as, du lieu que tu as pour la journée, etc., etc. Donc, dans cette optique, faire plusieurs scènes qui se déroulent dans son village natal, par exemple, qui est ce très beau village au bord de l'eau, c'est quelque chose qui économiquement fait sens de le retrouver ensuite dans la série, de pas faire juste une scène de 2 minutes qui se déroule dedans, mais de la faire revenir petit à petit. Un film pourrait un peu plus s'autoriser ça, et encore, on n'a pas non plus un budget limité dans un film, mais un film va s'autoriser à construire un décor juste pour une scène et à jamais revenir dedans. Sur une série, c'est plus compliqué, notamment sur des décors qui demandent beaucoup d'investissement. Et surtout, j'avais dit que les plans étaient moins larges et moins vastes qu'ils auraient pu l'être dans un film, parce qu'on aurait construit un décor un peu plus grand, parce qu'on aurait du coup plus d'espace pour filmer, parce qu'on aurait plus de budget effets spéciaux pour augmenter la taille de la pièce, etc. Et c'est effectivement le cas dans la série, les décors sont relativement restreints, relativement petits, même genre le palais de l'empereur, la plupart des pièces font la taille, je sais pas, d'un gros appartement sur Paris, mais c'est pas non plus oufissime, quoi. Il y a une grande salle de réception, à un moment, quand on arrive, elle est pas si grande que ça, il y a pas énormément de pièces de grande taille, et quand tu dis, c'est un empire qui est là depuis des centenaires, qui sera là pendant des centenaires, presque des millénaires, en plus, ils sont pas, on pense qu'on n'est pas grand-chose, quoi. Ils pensent qu'ils sont la chose la plus importante de l'univers. Donc, c'est quand même assez particulier de te dire que le palais impérial, il est pas si grand que ça, quoi. Que c'est pas un très beau symbole de pouvoir. J'ai envie de dire, le décor le plus vaste et qui donne le plus le sentiment de quelque chose de majestueux, c'est finalement la bibliothèque qui est devant le bureau de Harry Seldon, parce que c'est le truc qui s'éteint le plus devant nous. La plupart des environnements sont plutôt petits, avec finalement assez peu de figurants, et donc des fois tu peux avoir des lieux qui sont assez grands, mais avec très peu de figurants. Donc t'as quand même grosso modo une certaine notion un petit peu cheap qui traîne un peu dans toute la série, parce que ouais, tous les décors sont extrêmement restreints, et s'ils sont pas restreints, s'ils sont vastes, ils sont très vides. Et donc tu sens quand même qu'il n'y a pas exactement le budget qu'il faudrait, que les décors sont pas exactement au niveau de l'histoire qu'on raconte presque. Et ça, je l'avais dit, je l'avais tout de suite senti, il faut équilibrer ton budget dans une série. Tu peux pas faire des heures et des heures de programme pour une fraction du coût de ce que ça coûterait en cinéma et avoir les mêmes rendus. Donc pour avoir les mêmes rendus, et ben en fait ils nous ont un peu trompés dans cette bande-annonce. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré des extraits qui étaient vraiment très impressionnants effectivement, mais qui sont genre le plan en effet spécial de l'épisode dans lequel il est, quoi. Bon, j'exagère un peu en disant ça. On va dire qu'il y en a une trentaine, cinquantaine, on va dire une centaine maximum dans les 50 minutes d'une série, mais je pense que je vais très large en disant une centaine de plans qui seraient à effets spéciaux comme ça.
toutes les grandes scènes d'attaque de l'Empire avec les vaisseaux qui débarquent, toutes les grandes scènes de démolition, la chute du pilier qui arrive très vite, donc c'est pas un spoiler, hein, c'est dans le premier épisode. Même cette scène-là avec le pilier qui s'effondre et tout, ça passe mais super rapidement. Et donc j'ai envie de dire qu'au final, oui, ça montre des trucs de SF, des sujets de SF, et ça montre certains environnements qui sont assez vastes à certains moments, notamment là où ils ont créé la Fondation, qui est finalement rien de plus qu'un gros désert dans lequel ils ont inclus une ville en CGI, inclus dessus. Mais malgré tout, tu sens que c'est au niveau d'une série, et j'ai pas vraiment senti le gigantisme que j'aurais dû ressentir devant cette série. Je trouvais que c'était finalement pas si ouf que ça. Et pourtant, tu sens qu'ils ont essayé de rendre ça impressionnant, notamment avec le fait que la plupart des décors et des environnements sont filmés avec des focales très courtes. Parce qu'une focale courte, ça augmente les distances, donc même si t'as un tout petit décor dans ton film, avec une focale courte, tu peux te permettre d'élargir la distance jusqu'à ce que le lieu ait l'air d'être gigantesque en fait. Les humains eux-mêmes sont pas vraiment déformés, ils ont pas l'air d'être déformés, mais très vite quand tu t'éloignes, les proportions deviennent vachement, ils deviennent vachement plus petits qu'ils devraient en principe. Et tu vois que c'est un truc qui est fait pour que les lieux aient l'air un peu plus grands, aient l'air un peu plus vastes, aient l'air un peu plus impressionnants. Mais au final, c'est pas si bien géré que ça, quoi. Tu sens quand même, grosso modo, que c'est plutôt petit, avec quelques passages spécifiques réservés aux effets spéciaux, généralement, pour montrer des trucs beaucoup plus grands. Et généralement, très peu dans les épisodes. Donc il y a des plans très larges, mais finalement pas un si grand sentiment de grandiose que ça, quoi. Bien que le film ait été tourné en quasi-scope anamorphique. Alors c'est un truc assez bizarre. Le film est en 2.0, et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tourné avec une caméra de très très grande précision, en scope, et qu'ensuite ils ont zoomé dans le scope pour le tronquer un peu sur les côtés et faire une image qui est plus traditionnelle pour du streaming, parce que j'ai l'impression que ce format 2.0 ou 1.90, c'est très très populaire en streaming, parce que ça fait moins de bandes noires en haut et en bas, mais ça donne quand même un look cinématographique. Mais du coup, c'est vachement inhabituel d'avoir une image qui est en 2.0 ou en 16/9, on va dire, grosso modo, avec du flou anamorphique. Ça m'a choqué du coup, parce que visuellement c'est très étonnant. Enfin, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en images et en cinéma, il y a quelque chose de très surprenant à voir de l'anamorphique dans ce ratio d'images-là, c'est très particulier. Et ce ratio d'images était aussi fait pour créer du grandiose, donc il essaye de participer à créer du grandiose, mais malgré tout, je trouve qu'il y a un truc qui fait un tout petit peu étriqué dans ces histoires. Les endroits qui sont les plus vastes sont généralement les déserts et tout ce genre-là. Notamment, il y a une planète sur laquelle il va pour essayer de régler un conflit politique avec une opposante. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais je trouve que c'est très bizarrement réglé cette histoire-là. T'as l'impression qu'on peut parler à l'empereur comme n'importe qui. La personne qui lui adresse la parole et qui lui dit des trucs vachement clashants, pour clasher, etc., c'est une nana lambda, c'est une nouvelle opposante politique. C'est comme si, grosso modo, t'avais Jean-Luc Mélenchon qui venait au milieu d'un vrai débat entre les membres du G7. C'est bizarrement organisé comme truc. Mais donc, c'est plutôt ce genre d'environnement, c'est plutôt les grandes planètes un peu désertiques. Il y a aussi quelques très beaux plans sur Trantor, notamment avec les différentes couches de ville. Et ça donne du coup quelques plans qui donnent des perspectives intéressantes, qui donnent des images intéressantes, et qui donnent un sentiment de grandiose qui est assez poussé. Mais le reste, c'est pas vraiment ça. Et j'ai envie de dire que pour le reste, les effets spéciaux qui sont du coup censés être le truc qui sauve du coup toute la série, enfin qui donne une partie de son aura à la série, il y a un ou deux épisodes où ils sont pas terribles, notamment cet épisode où l'empereur est confronté à une de ses opposantes politiques. Ils sont sur sa planète à elle, et genre, t'as un plan large sur un Bouddha ou une espèce de structure, etc. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Spécifiquement pour cet épisode et pour cet endroit précis, les effets spéciaux sont dégueulasses. Dans tous les autres épisodes, ça marche généralement, mais là, ça passe pas du tout. Et après, en termes d'esthétique, il n'y a pas grand chose de poussé non plus en dehors de l'anamorphique. J'avais dit dans mon analyse du trailer que j'avais l'impression que la couleur jaune était vachement liée à la notion de savoir, et que le bleu était beaucoup plus lié à l'Empire, notamment avec le fait qu'il y a un bleu qui s'appelle le bleu Empire, et a priori c'est le bleu que porte l'empereur dans tout le truc. Et la plupart des trucs qui sont liés à l'empereur sont en bleu. C'est plus ou moins vrai. Honnêtement, à la fin de la série, j'avais vraiment pas l'impression que le jaune était réservé spécifiquement aux lieux de connaissance, aux lieux de pouvoir, ou aux discussions qui sont liées à ça, ou aux personnages qui sont liés à ça. Le truc du bleu pour l'empereur, là pour le coup ça passe mieux, mais le jaune pour les questions de savoir et de connaissance, c'est peut-être un peu plus limité. Il y a des fois, effectivement, à chaque fois qu'ils vont dans un lieu qui est lié à un truc spécifique sur le savoir, il y a généralement une lumière jaune ou une couleur jaune quelque part. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si constant que ça. Donc s'il y a un effort là-dessus, il est pas tenu jusqu'au bout, et peut-être même que j'affabule et que j'ai juste eu l'impression qu'il y avait un truc particulier avec la lumière jaune. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas si marqué esthétiquement. Et c'était un peu comme ça qu'ils nous l'avaient vendu, quoi. Ils nous avaient vendu ça comme la série qui allait t'en mettre plein la gueule et qui allait en plus te proposer une histoire de ouf. Et au final, l'histoire a traîné un peu le cul, et les effets spéciaux et le grandiose général de la mise en scène, ça marche, mais pas tout le temps. Et quand ça marche, et quand on le fait plutôt que quand ça marche, mais quand on le fait, c'est pas pendant très longtemps. Donc du coup, je dirais que tout ce qui pousse en fait les gens à aller vers cette série, au final, c'est pas vraiment tenu, quoi. Pour ceux qui sont très fans de Foundation, ils vont pas vraiment retrouver l'histoire d'origine parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, notamment au niveau des personnages. Et pour ceux qui n'y connaissent rien,
c'est pas, ça peut pas être mis en compétition avec les licences de SF actuelles, quoi. Même pas Dune, qui est un peu dans ce thème de SF extrêmement vaste. Donc je rapprocherais plus ça de Dune, mais même par rapport à Dune, je préfère Dune presque à ce que je viens de voir là de Fondation. Ce que j'aime dans Fondation, c'est vraiment le traitement de l'empereur. C'est ce que j'ai préféré de toute la série. C'est ce qui est le plus profond, le plus intéressant. Le reste, c'est un petit peu du rentre-dedans féministe à 2000% et c'est pas très constructif, comme à chaque fois qu'on le fait, notamment avec Star Wars. Et en termes de SF pur, j'ai vu d'autres séries qui m'ont beaucoup plus attiré à ce niveau-là. Donc c'est un peu en demi-teinte cette critique de Fondation. C'est pas mal, mais peut beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Et pas mal, c'est encore un petit peu généreux, quoi. Donc il y a du boulot pour la saison 2, qui a été annoncée déjà, je crois, et pour essayer de faire de cette série quelque chose d'aussi marquant que ça peut l'être. Mais là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était ni très prenant, ni très bien foutu, quoi. Heureusement qu'il y avait certains personnages et certains concepts qui étaient vraiment très bien poussés et très bien traités, mais pour le reste, je suis un peu sur ma faim. Donc voilà, c'est un très long vlog sur une série qu'en plus que quasi personne n'a regardé, donc personne va regarder ce vlog, je devrais pas mettre autant de temps à en parler. Mais voilà, c'est fait, c'était mon petit kiff, c'était la série que j'avais envie de voir, et j'étais un petit peu déçu, donc je voulais partager ça avec vous. Merci de m'avoir suivi pour ce vlog, je vous encourage ou pas à regarder Fondation, regardez si vous avez envie de vous lancer dans le truc, mais je dirais plus que c'est la série à regarder quand t'as fini toutes les autres et que tu sais plus quoi regarder. Au cas où, jette-toi sur Fondation pour essayer, mais je garantis pas que ce soit un succès sans faille, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, faut regarder ça quand les autres options sont épuisées, quoi. C'est pas que c'est mauvais au possible, c'est pour ça que je dis pas c'est une merde, faut pas le regarder, etc. Ça traîne un petit peu du cul et il y a quelques petits détails qui sont pas trop bien foutus. Grosso modo, ça mérite quand même de se regarder, si vous avez un petit peu de temps à lui accorder. Donc voilà, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films ou des séries. Ciao!